Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP-890-9b et LP-890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP-890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil, soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, 2 exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces 2 planètes sont probablement telluriques, autrement dit rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP-890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super-Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP-890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP-890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile et son orbite est 2,5 fois plus longue que celle de LP-890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu, tout n'est pas rose bonbon sur LP-890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile, ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiation qui pourrait potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongé dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ces difficultés, LP-890-9c demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quel secret elle peut receler? Passons aux candidates suivantes. GJ-1002b et GJ-1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert 2 planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ-1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ-1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les 2 planètes sont très proches de leur étoile, il ne devrait donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ-1002b et GJ-1002c, se trouvent toutes 2 dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes 2 une masse similaire à celle de la Terre. GJ-1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile, tandis que GJ-1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces 2 planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler 1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA.
Cette exoplanète est située à environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler 1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVetter, conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler, avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à 2 fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler 1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreuses inconnues au sujet de Kepler 1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP 890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler 1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobil-home à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer torrides. Kepler 1638b. Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites taches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler 1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui en fait une exoplanète de type super-Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler 1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler 438b. Kepler 438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler 438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler 438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler 438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de température extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abrite-t-elle des formes de vie extraterrestres robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. À la frontière de notre système solaire se trouve une région froide et énigmatique appelée le nuage d'Oort. Cette zone hypothétique, immense et glacée, est supposée envelopper le Soleil d'une multitude d'objets gelés. Selon les estimations, elle s'étendrait à une distance phénoménale de 2000 à 5000 unités astronomiques. À titre de comparaison, l'orbite de Pluton oscille entre 30 et 50 unités astronomiques de notre étoile. Dans cet espace glacial, une planète vagabonde pourrait en effet se cacher en ce moment même. C'est du moins ce que suggèrent des recherches récentes. Ces corps célestes sont appelés planètes errantes, parce qu'elles ne gravitent pas autour d'une étoile. Elles dérivent à travers la galaxie, isolées et indépendantes. Dépourvues d'étoiles pour les illuminer, elles n'expérimentent
ni jour ni nuit, mais évoluent dans une obscurité perpétuelle. Les planètes vagabondes sont généralement expulsées de leur système d'origine, contraintes à une existence solitaire, orbitant uniquement autour du centre galactique. Parmi les milliers d'exoplanètes identifiées en dehors de notre système solaire, une douzaine seulement sont connues pour évoluer sans étoiles et voguer de façon autonome. Toutefois, les scientifiques estiment qu'il pourrait exister des milliards, voire des milliers de milliards, de ces planètes solitaires dans la Voie lactée. Si ces prévisions s'avéraient justes, cela impliquerait que notre galaxie abrite davantage de planètes errantes que d'étoiles. En 1907, un astronome entreprit une quête fascinante, celle de la planète X. Il s'agissait d'un hypothétique corps céleste, de taille gigantesque, qui évoluerait au-delà de l'orbite de Neptune. Cet astronome était persuadé de l'existence de cette planète en raison des anomalies qu'il avait observées dans les orbites d'Uranus et de Neptune. Ces travaux ont conduit, en 1930, à la découverte de Pluton. Cependant, la petite taille de cette planète naine s'est révélée insuffisante pour expliquer les perturbations gravitationnelles observées, particulièrement en ce qui concerne l'orbite d'Uranus. De nos jours, l'hypothèse de la planète X est largement rejetée. Pourtant, cela n'a pas découragé les astronomes, qui continuent à scruter les confins de notre système solaire à la recherche de nouveaux mondes. Fait surprenant, une étude récente suggère qu'une ou même plusieurs planètes pourraient se trouver à des distances bien plus grandes que celles envisagées jusqu'ici. Un groupe international de scientifiques a récemment modélisé les dynamiques célestes instables qui caractérisaient le système solaire primitif. Leur simulation suggère que quelques corps de la taille d'une planète pourraient s'être immobilisés dans le nuage d'Oort. En effet, il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que le système solaire se formait, l'environnement était particulièrement chaotique et instable. La gravité projetait des fragments de la nébuleuse protosolaire en cours de refroidissement dans toutes les directions, tels des balles de tennis cosmiques. Parfois, des morceaux plus imposants, certains atteignant la taille d'une planète, étaient éjectés si loin qu'ils parvenaient à échapper complètement à l'attraction gravitationnelle du Soleil, devenant ainsi ce que l'on appelle des planètes errantes. De tels corps ont été identifiés dans des systèmes exoplanétaires éloignés. Cependant, les chercheurs estiment qu'il existe une probabilité de seulement 0,5% pour qu'une ou plusieurs de ces planètes se soient formées dans notre système solaire avant de dériver jusque dans le nuage d'Oort, après s'être affranchies de l'attraction solaire. Par ailleurs, un scénario légèrement plus plausible serait qu'une planète errante, comparable en taille à Neptune, ait été capturée par la gravité du Soleil depuis un autre système stellaire. Elle aurait ensuite trouvé une position stable quelque part dans le nuage d'Oort. Les chercheurs évaluent cette probabilité à 7%. Si tel était le cas, un objet similaire à la mystérieuse planète X pourrait bel et bien se cacher à la périphérie de notre système solaire. Cependant, sa distance extrême l'empêcherait d'exercer une influence gravitationnelle mesurable sur l'orbite de Neptune. Malgré tout, la plupart des scientifiques s'accordent à penser que le nuage d'Oort se compose d'une multitude de petits objets glacés. Toutefois, en raison de l'immensité de cette région et de la distance considérable qui nous en sépare, il est possible que nous ne parvenions jamais à révéler véritablement les secrets qu'elle recèle. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité.
Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure.
Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ces deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances.
Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalée ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ
4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ces premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leur propre lune qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se déposent souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann, un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire. Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle.
telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources. Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autoréplicant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas ? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors, comment interpréter Oumuamua ? Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le docteur Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre ? Bang ! Un autre coup sur Jupiter. Voyons voir. Une géante gazeuse, la plus grande planète du système solaire, 318 fois plus grande que la Terre, 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et un autre élément intéressant, si elle grossissait encore, elle deviendrait en fait plus petite. Avec plus de masse, la planète serait plus dense, ce qui la conduirait à se ramasser sur elle-même. Les scientifiques affirment que Jupiter pourrait avoir une masse 4 fois plus importante tout en gardant la même taille. Il lui faut 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe. C'est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Et elle se fait heurter par de nombreux objets spatiaux en permanence. Ce phénomène a été découvert par des astronomes amateurs qui observaient Jupiter et ont vu un flash inhabituel à la surface de la planète. Les impacts
provoque des flashs comme celui-ci, et pour une raison quelconque, Jupiter subit plus d'impact que les autres planètes. En 1994, les astronomes ont découvert Shoemaker-Levy 9, une comète qui s'est brisée et est entrée en collision avec la géante gazeuse. La comète d'origine avait à peu près la taille de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, mais elle s'est brisée en plus de 20 fragments qui ont assombri la surface de la planète, et ce pendant des mois. 15 ans plus tard, en 2009, les astronomes ont vu une tache noire sur Jupiter de la taille de la Terre. C'était le résultat d'un astéroïde d'un diamètre de 200 à 500 mètres. Le plus gros astéroïde enregistré sur Terre a frappé la région de Tunguska en Russie en 1908. Cela a provoqué une explosion massive, même si personne n'a jamais trouvé de cratère. Alors pourquoi Jupiter est-elle la cible de tant d'objets spatiaux ? Les astéroïdes et les comètes qui passent près de la Terre et de Jupiter vont presque à la même vitesse. La densité numérique des objets spatiaux qui peuvent interagir est presque la même aussi. Mais la section transversale de ce qu'ils risquent de heurter est très différente. Jupiter a un diamètre 11 fois supérieur à celui de notre planète, ce qui signifie que sa section transversale est environ 125 fois supérieure. Plus une planète est massive, plus son attraction gravitationnelle est forte. Elle attire donc certains objets spatiaux à la dérive. Notre champ gravitationnel est plus faible que celui de Jupiter. Si un objet passe près de nous à une vitesse de 36 000 km ou moins, notre gravitation l'attirera. Or, les astéroïdes et les comètes se déplacent généralement à des vitesses bien plus importantes. Jupiter attire la plupart des comètes et des astéroïdes qui passent à proximité. Si notre planète était frappée par de tels objets aussi fréquemment que Jupiter, nous connaîtrions des extinctions comme celles des dinosaures des milliers de fois plus souvent. En 2020, les scientifiques ont découvert qu'il y avait un astéroïde inhabituel dans l'orbite de Vénus, le premier à s'y trouver. De la taille d'une petite montagne et riche en minéraux que nous pouvons trouver dans les profondeurs rocheuses de la Terre. Ils pensent même que cela pourrait être le signe d'un ensemble plus important d'astéroïdes, créés lors de la formation de notre système solaire. Ce n'est pas le seul mystère entourant Vénus. La planète a des vents d'une violence folle qui poussent les nuages et les tempêtes autour de la planète à des vitesses supérieures à 354 km/h. C'est 60 fois plus rapide que la rotation de Vénus elle-même. De plus, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce qui s'est passé avec ces océans. Ils pensent que puisque la planète est si proche du Soleil, l'eau s'est évaporée et s'est envolée dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cela a piégé la chaleur provenant du Soleil, une chaleur qui aurait vaporisé de plus en plus d'eau au fil du temps. Vénus avait probablement un environnement comme sur Terre, mais il y a très longtemps. Selon cette théorie, de nombreuses comètes et astéroïdes se sont écrasés sur Vénus. Des milliards de morceaux de la planète volaient tout autour. Certains ont même pu s'écraser sur la Lune de la Terre. Les morceaux qui ont percuté notre planète sont probablement enterrés très profondément, car notre activité géologique est plus importante que celle de la Lune. Uranus a aussi subi une collision, mais plus grave que celle des astéroïdes. Les autres planètes de notre système solaire ont pour la plupart un axe de rotation qui pointe en quelque sorte vers le haut du plan de l'écliptique. Or, Uranus est incliné, couché sur le côté. Une saison y dure donc 42 ans, lorsque son pôle sud ou son pôle nord est dirigé vers le Soleil. La plupart des planètes tournent également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque tu les regardes depuis le dessus de notre système solaire. Vénus fait le contraire, ce qui signifie qu'elle a peut-être été désaxée il y a longtemps. Uranus est peut-être entré en collision avec un autre corps spatial il y a des millions d'années. Lorsque notre système solaire était encore très jeune, les configurations orbitales de Saturne et de Jupiter se sont peut-être croisées. Leurs forces gravitationnelles ont en quelque sorte créé un élan orbital et l'ont transféré à Uranus, ce qui l'a désaxé. Des millions d'astéroïdes orbitent autour du Soleil, mais il n'y en a pas tant que ça qui passent près de la Terre de temps en temps. Il n'y a donc pas de corps spatiaux dangereux qui viennent vers nous. Il est prévu que nous visitions Mars dans les années 2030, et les scientifiques espèrent que Mars ne sera pas la cible de certains corps spatiaux plus gros. De nouveaux cratères se forment sur la planète rouge tous les jours ou tous les 2 jours. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de large, ce qui signifie qu'ils ont pu être formés par des objets de la taille d'un ballon de foot. Comme l'atmosphère y est plus fine que la nôtre, les corps plus petits peuvent y pénétrer plus facilement. La majeure partie du nord martien est constituée de basses terres lisses. Le sud est plus relevé, parsemé de cratères, et l'intérieur de la planète contient une quantité surprenante de métaux rares. Selon la théorie, c'est parce qu'un gros corps céleste est entré en collision avec Mars et a arraché une partie de sa moitié nord. Les débris de cet astéroïde ont fait le tour de la planète et se sont ensuite mélangés pour former 2 petites lunes qui orbitent autour de Mars.
Nous avons aussi des roches martiennes sur Terre, trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits du globe. Certaines de ces roches contiennent du gaz qui est chimiquement le même que l'atmosphère de Mars. Les roches sont probablement issues d'une grosse explosion qui s'est produite lorsqu'un astéroïde ou un météore plus gros a été éjecté de Mars et a atterri sur notre planète. Mercure a aussi une atmosphère fine, si bien qu'elle subit beaucoup de petits impacts. Imagine que tu te réveilles, que tu ailles à ta fenêtre et que tu vois une pluie de micro-météores tous les matins. C'est ce qui se produit sur Mercure. Cet étrange phénomène météorologique façonne son atmosphère appelée exosphère. Mercure est si dense que son noyau de fer lourd représente les 2/3 de sa masse totale. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu être plus grande dans le passé, mais de nombreuses collisions ont fait disparaître sa surface. Elle a été constamment bombardée par des roches venues de l'espace qui ont laissé des traces sous forme de cratères. Les plaines à sa surface semblent avoir été creusées à cause de la lave volcanique qui s'est déversée et qui a ensuite lentement séché. De nombreux cratères sont remplis d'un tel matériau, ce qui signifie que quelque chose d'autre a secoué le monde de Mercure, les volcans. Un groupe inhabituel d'astéroïdes a été découvert près de Neptune. Leur taille varie, allant de grandes zones de la taille de métropole à de minuscules cailloux. On pense qu'ils viennent d'un groupe d'astéroïdes appelé la ceinture de Kuiper. Elle forme un anneau bien au-delà de Neptune. Mais ces nouveaux astéroïdes ont des couleurs différentes de ceux de la ceinture de Kuiper. Ils sont si loin du Soleil que leur surface était censée rester presque intacte. Mais ils ont une couleur similaire à des astéroïdes cuits par le Soleil autour de Jupiter. Comme le reste des planètes, Neptune reçoit la chaleur du Soleil. Mais il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de la planète qui fait qu'elle génère plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela affecte son climat et Neptune a la météo la plus étrange de tout le système solaire. Des tempêtes massives, des vents d'une vitesse folle, des nuages de type cirrus qui changent constamment et rapidement. Il y a des taches sombres qui vont et viennent dans son atmosphère. Nous recevons 1000 fois plus de lumière solaire que Neptune. Les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter peuvent protéger notre planète des astéroïdes. Sans elles, les gros impacts qui ont créé suffisamment de débris pour former les lunes et d'autres planètes se produiraient plus souvent. Un énorme astéroïde se dirige actuellement vers Saturne et pourrait croiser au large de la Terre en 2031. Il est plus de 10 fois plus gros que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Titan, l'une des lunes en orbite autour de Saturne, 80% plus massive que notre propre Lune, est en fait la seule lune de notre système solaire qui ait une atmosphère. Elle est 1,5 fois plus épaisse que la nôtre et se compose principalement d'azote comme notre atmosphère. Personne ne sait d'où vient tout cet azote. Cependant, contrairement à Saturne et à la plupart des autres endroits de notre système solaire, sa Lune a un réel potentiel pour accueillir la vie. On pourrait croire que la meilleure façon de se rendre sur une planète depuis la Terre est d'attendre patiemment qu'elle se rapproche le plus possible. Oui, la voilà. Et de décoller à bord d'une fusée orientée vers elle. Super, salut maman, à plus tard. Mais pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas fonctionné ? Tout d'abord, les planètes, y compris la nôtre, se déplacent constamment sur leur orbite elliptique à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Votre fusée aurait donc besoin d'être placée sur une orbite elliptique, n'est-ce pas ? C'est un peu comme viser une cible mouvante avec une fléchette ou organiser une fête surprise pour un ami. Vous ne voudriez pas crier « surprise » au mauvais moment. De même, lorsque nous envoyons des véhicules spatiaux vers d'autres planètes, nous souhaitons utiliser le moins d'énergie possible. Et pour atteindre n'importe quelle planète de la manière la plus simple, vous avez besoin d'une astuce spéciale qu'on appelle orbite de transfert de Hohmann. Imaginons que vous souhaitiez vous rendre sur Mars. Vous devez attendre que la Terre et la planète rouge soient dans les bonnes positions afin de ne pas vous perdre ou de ne pas tomber en panne de carburant à mi-chemin. Un voyage utilisant une orbite de transfert de Hohmann prendrait environ 259 jours. En effet, l'orbite de transfert entre la Terre et Mars prend 517 jours, et le voyage vers Mars correspond à la moitié de cette orbite. Mais ne pourrait-on pas voyager plus vite ? Oui, mais cela nécessiterait beaucoup plus de carburant, ce qui compliquerait le lancement, car la fusée serait trop lourde. En fait, ce serait un peu comme un chien qui se mord la queue. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, le voyage vous prendrait 12,5 minutes. De plus, lorsque votre fusée atteint enfin l'autre planète, elle doit encore ralentir pour se mettre en orbite autour d'elle ou pour atterrir à sa surface. Cela signifie qu'elle utilisera encore plus d'énergie.
même s'il y a des moyens d'en économiser un peu, par exemple en utilisant des parachutes ou le dispositif de freinage aérodynamique. C'est un peu comme si vous faisiez du skateboard et que vous deviez vous arrêter. Vous ne vous écraseriez pas contre un mur, vous utiliseriez votre pied ou quelque chose d'autre pour ralentir progressivement. Voyager vers Vénus est un peu plus rapide. Il vous faudrait environ 146 jours. Ce n'est pas si mal, mais le problème, c'est qu'il vous faudrait attendre environ 2 ans avant de revenir sur Terre. En effet, les planètes doivent se réaligner correctement pour que le vaisseau spatial puisse rejoindre l'orbite de la Terre. Au total, un voyage aller-retour vers Vénus prendrait donc environ 2 ans et 1 mois, temps d'attente compris. Et ce temps d'attente ne serait pas très agréable, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus chaude de notre système solaire. Supposons que vous souhaitiez vous rendre sur Jupiter. Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela dépend de beaucoup de choses, notamment de sa position. De plus, à quelle vitesse voyageriez-vous ? Si vous voulez utiliser le meilleur de la technologie actuelle, sachez qu'il a fallu un peu plus d'1 an au vaisseau spatial le plus rapide jamais construit, New Horizons de la NASA, pour atteindre Jupiter. Mais n'oubliez pas que la mission de New Horizons n'était qu'un simple survol. La sonde ne s'est pas mise en orbite autour de Jupiter. Si vous vouliez rester en orbite et explorer Jupiter de près, cela prendrait beaucoup plus de temps. Il ne s'agit donc certainement pas d'un voyage d'un week-end. Avec le transfert de Hohmann, il vous faudrait plusieurs années pour atteindre Jupiter. En effet, le transfert de Hohmann consiste à transférer un objet d'une orbite à une autre. Jupiter se trouve sur une orbite plus élevée que celle de notre planète. Ainsi, pour effectuer le transfert, votre fusée devra emprunter une trajectoire qui l'amènera à dépasser l'orbite de notre géante gazeuse. La fusée doit donc accélérer lorsqu'elle se rapproche de Jupiter pour éviter de retomber vers le Soleil, puis ralentir lorsqu'elle dépasse Jupiter pour éviter de s'envoler dans l'espace. C'est un peu comme quand une voiture accélère pour gravir une colline et ralentit pour redescendre de l'autre côté. C'est ainsi que la sonde utilise la gravité de Jupiter pour se mettre en orbite autour de cette planète. Il est difficile de déterminer la distance exacte entre Jupiter et la Terre. Elles tournent toutes deux autour du Soleil en suivant des trajectoires ovales différentes. Parfois, elles sont très proches l'une de l'autre, et d'autres fois, elles sont très éloignées. En bref, elles jouent constamment au chat et à la souris. Mais en moyenne, elles se trouvent à 714 millions de kilomètres l'une de l'autre. Lorsque Jupiter est à sa distance maximale de la Terre, elle se trouve à 967 millions de kilomètres. Cela équivaut à faire 24 000 fois le tour de la Terre. Mais si vous pouviez vous rendre sur Jupiter à la vitesse de la lumière, vous y arriveriez en à peu près 40 minutes. Il y a un engin spatial très rapide dont nous devons parler, la sonde solaire Parker. Imaginez que vous vous trouviez sur des montagnes russes dernier cri qui se déplacent à des vitesses incroyables et même difficilement concevables. Ces montagnes russes seraient en fait notre sonde solaire Parker, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, battant au passage des records de vitesse. Lors de son 10e survol du Soleil en novembre 2021, la sonde solaire Parker a réussi à atteindre une vitesse maximale de plus 586 000 km/h. Cela équivaut à faire le tour de la Terre en quelques minutes seulement. Et écoutez bien, lorsque l'engin en question se rapprochera encore plus du Soleil en décembre 2024, il devrait atteindre une vitesse de 690 000 km/h. Mieux vaut donc manger léger avant de se lancer dans un tel voyage. Imaginons que vous soyez à bord de la sonde solaire Parker et que vous souhaitiez faire un détour pour visiter Jupiter. Si vous pouviez voyager en ligne droite à la même vitesse que cette sonde lors de son 10e survol, il ne vous faudrait que 42 jours pour atteindre Jupiter quand son orbite est proche de la nôtre. À une distance moyenne, cela prendrait environ 51 jours. Vous devez également tenir compte de la durée de votre voyage. Votre fusée peut arriver sur une planète de 2 manières, soit en se mettant en orbite autour de la planète, soit en la survolant très rapidement. Si le vaisseau spatial doit se mettre en orbite, il doit ralentir à l'approche de la planète. Imaginez qu'il soit happé par la gravité de la planète et qu'il commence à tourner autour d'elle. Mieux vaut donc ralentir à l'arrivée. Cela signifie qu'il faut brûler beaucoup de carburant supplémentaire et cela rend le voyage plus long. Voici quelque chose d'intéressant. Pour voyager plus vite, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Cela signifie que nous utilisons la gravité des planètes et d'autres objets dans l'espace pour nous donner un petit coup de pouce et accélérer notre précieuse fusée.
C'est ainsi que les sondes Voyager ont pu se rendre jusqu'à Saturne et au-delà. Mais même avec une assistance gravitationnelle, il faut encore beaucoup de temps pour voyager vers d'autres étoiles. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à 4,2 années-lumière. Changeons maintenant de méthode pour faire une comparaison avec les exemples précédents. Si nous voyagions à la même vitesse que Voyager 1, il nous faudrait 75 000 ans pour l'atteindre. Si vous préférez vous rendre sur Uranus, sachez que la distance peut atteindre 3 milliards de kilomètres en fonction de l'endroit où se trouvent les planètes sur leur orbite. Voyager 2 a mis environ 9,5 ans pour atteindre Uranus. Mais Uranus est froide, et en tant que géante de glace, elle n'a même pas de véritable surface où atterrir. De toute façon, la majeure partie de la planète est constituée de fluide tourbillonnant. Non seulement vous n'auriez nulle part où atterrir, mais votre fusée aurait du mal à traverser l'atmosphère d'Uranus sans encombre. Les températures et les pressions y sont extrêmes et détruiraient rapidement votre précieux vaisseau.